En 2005, Marie-Laure Blanchard, une photographe française de 28 ans, disparaît sans laisser de traces lors d'une expédition au Machu Picchu. Pendant 11 années, sa famille vit dans l'angoisse. Les autorités péruviennes classent l'affaire, et le mystère semble destiné à rester irrésolu pour l'éternité. Mais en 2016, quelques heures avant sa mort, Carlos Mendoza, un guide touristique local respecté, fait une confession qui bouleverse tout ce que l'on croyait savoir sur cette disparition. Ce qu'il révèle dans son lit d'hôpital ne concerne pas seulement Marie-Laure, mais expose une vérité bien plus sombre sur ce qui se cache derrière le tourisme archéologique au Pérou. Une vérité si dangereuse que certaines personnes étaient prêtes à tuer pour la protéger. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là dans les montagnes sacrées des Incas? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez des cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Pour comprendre ce qui est arrivé à Marie-Laure Blanchard, il faut d'abord connaître le contexte dans lequel elle évoluait. En 2005, le Pérou vivait une période de croissance touristique sans précédent. Le Machu Picchu, cette citadelle inca perchée à 2430 mètres d'altitude, attirait plus de 400 000 visiteurs par an. Cusco, l'ancienne capitale de l'Empire inca, était devenu le point de départ obligatoire pour tous ceux qui souhaitaient découvrir les merveilles archéologiques de la région. Marie-Laure Blanchard était née à Lyon en 1977. Fille unique d'une famille de classe moyenne, son père était professeur d'histoire à l'université et sa mère travaillait comme bibliothécaire. Dès son plus jeune âge, Marie-Laure avait développé une passion pour la photographie et les civilisations anciennes, influence directe des récits que lui racontait son père sur les grandes découvertes archéologiques. Elle avait étudié l'art photographique à l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles, où elle s'était spécialisée dans la documentation du patrimoine historique. Après ses études, Marie-Laure avait choisi de devenir photographe freelance, se concentrant sur les sites archéologiques et les cultures traditionnelles. Elle avait déjà voyagé en Grèce, en Turquie et en Égypte, produisant des reportages remarqués pour plusieurs magazines spécialisés. Son travail se distinguait par sa capacité à capturer non seulement la beauté des sites, mais aussi leur contexte humain et culturel. Elle ne se contentait pas de photographier les pierres anciennes, elle documentait la vie qui continuait autour de ces vestiges, les gens qui en prenaient soin, les traditions qui perduraient. En février 2005, Marie-Laure reçut une commande de la revue Archéologia, un magazine français respecté dans le domaine. L'éditeur, impressionné par ses précédents travaux, lui proposait de réaliser un reportage sur les sites incas moins connus du Pérou, au-delà du célèbre Machu Picchu. Le projet était ambitieux. Documenter des sites comme Choquequirao, Pisac, ou encore des ruines récemment découvertes dans la région de Cusco. Le budget était généreux, permettant un séjour de 6 semaines sur place. Marie-Laure accepta immédiatement. Elle avait toujours rêvé de découvrir la civilisation inca, et cette mission lui offrait l'opportunité de contribuer à la connaissance de sites encore peu documentés. Elle passa plusieurs semaines à préparer son voyage, étudiant l'histoire inca, apprenant les bases du quechua, et se renseignant sur les défis logistiques de la photographie en haute altitude. Le contexte géopolitique du Pérou en 2005 était relativement stable. Le pays sortait de décennies marquées par le conflit avec le Sentier lumineux, et le gouvernement d'Alejandro Toledo misait sur le développement du tourisme pour relancer l'économie. Cependant, cette croissance rapide du secteur touristique avait aussi créé des opportunités pour des activités moins légales. La région de Cusco, riche en vestiges archéologiques, était devenue un terrain de chasse pour les trafiquants d'antiquités. Cusco, en 2005, était une ville de 300 000 habitants environ, mélange fascinant entre l'héritage colonial espagnol et les traditions indigènes. Les rues pavées du centre historique abritaient à la fois des palais coloniaux transformés en hôtels de luxe et de petites maisons traditionnelles où vivaient encore des familles quechua. L'économie locale dépendait largement du tourisme, mais aussi de l'agriculture et de l'artisanat traditionnel.
Carlos Mendoza était né à Cusco en 1960. Fils d'une famille quechua modeste, il avait grandi dans le quartier de San Blas, dans une maison en adobe héritée de ses grands-parents. Son père travaillait comme porteur sur le chemin de l'Inca. Sa mère vendait des textiles traditionnels sur le marché de San Pedro. Carlos avait eu la chance de pouvoir étudier, d'abord à l'école primaire locale, puis au collège grâce à une bourse obtenue par ses excellents résultats. Passionné par l'histoire de ses ancêtres, Carlos avait décidé de devenir guide touristique. Il avait obtenu sa licence officielle en 1983, à l'âge de 23 ans, après avoir suivi une formation rigoureuse sur l'archéologie inca et l'histoire du Pérou. Contrairement à beaucoup de guides qui se contentaient de réciter des informations apprises par cœur, Carlos avait une véritable passion pour son travail. Il connaissait chaque pierre du Machu Picchu, chaque légende associée au site qu'il faisait découvrir. Au fil des années, Carlos s'était forgé une réputation d'excellence. Il parlait couramment l'espagnol, le quechua, l'anglais et avait des notions de français et d'italien. Les agences de voyage les plus prestigieuses faisaient régulièrement appel à ses services pour accompagner des clients exigeants. Il était particulièrement apprécié des photographes et des journalistes, car il connaissait les meilleurs points de vue et savait adapter ses explications au niveau de chaque groupe. Carlos était marié à Elena, une institutrice originaire du village d'Ollantaytambo. Ils avaient 2 enfants, Miguel, 14 ans en 2005, et Sofia, 11 ans. La famille vivait modestement mais dignement, grâce aux revenus de Carlos et au salaire d'Elena. Ils avaient pu acheter une petite maison dans un quartier résidentiel de Cusco et rêvaient d'offrir une bonne éducation à leurs enfants. La réputation de Carlos était irréprochable. En 22 ans de carrière, il n'avait jamais eu le moindre incident avec ses clients. Il était connu pour sa ponctualité, sa connaissance encyclopédique de la région et surtout pour son honnêteté. Dans un secteur où certains guides n'hésitaient pas à arnaquer les touristes ou à fermer les yeux sur des activités douteuses, Carlos était respecté par tous comme un professionnel intègre. Marie-Laure arrive à Lima le 14 mars 2005 après un vol de 11 heures depuis Paris. Elle passe une nuit dans la capitale péruvienne pour s'acclimater, puis prend le premier vol du matin vers Cusco. L'avion atterrit à l'aéroport Alejandro Velasco Astete à 10h30 locale. Dès sa sortie de l'appareil, Marie-Laure ressent immédiatement les effets de l'altitude. Cusco se trouve à 3400 mètres au-dessus du niveau de la mer et son organisme n'est pas habitué à cette raréfaction de l'oxygène. Elle prend un taxi jusqu'à l'hôtel Casa de Campo, un établissement de gamme moyenne situé dans le quartier de San Blas. Recommandé par son guide de voyage pour son authenticité et sa proximité avec les artisans locaux. La réceptionniste, une jeune femme souriante nommée Patricia, lui remet les clés de sa chambre et lui conseille de se reposer et de boire beaucoup de thé de coca pour lutter contre le mal des montagnes. Marie-Laure suit le conseil et passe sa première journée à se reposer et à s'adapter doucement à l'altitude. Elle boit régulièrement du thé de coca, se promène lentement dans les rues pavées autour de son hôtel et commence à se familiariser avec l'atmosphère unique de Cusco. Le soir, elle dîne dans un petit restaurant du quartier et se couche tôt. Le lendemain matin, 16 mars, Marie-Laure se sent déjà mieux. Elle prend un petit déjeuner copieux à l'hôtel et se rend à l'agence de voyage Hans Explorer, recommandée par la revue Archaeologia pour son sérieux et la qualité de ses guides. L'agence se trouve dans une maison coloniale du centre historique, à 10 minutes à pied de son hôtel. C'est là qu'elle rencontre Carlos Mendoza pour la première fois. Le guide a 45 ans, des cheveux noirs grisonnants, un visage buriné par le soleil et l'altitude, et des yeux noirs perçants qui reflètent une intelligence vive. Il porte un pantalon de trekking, une chemise en coton et une veste en laine d'alpaga. Sa prestance et sa façon de s'exprimer en français, avec un accent chantant mais parfaitement compréhensible, impressionnent immédiatement Marie-Laure. « Bonjour, mademoiselle Blanchard », dit Carlos en lui serrant la main. « J'ai étudié votre projet et je suis très enthousiaste à l'idée de vous accompagner.
Vos photos de sites archéologiques grecs et turcs sont remarquables. Je pense pouvoir vous montrer des endroits qui vous inspireront tout autant. Il s'assoit dans le petit bureau de l'agence pour discuter du programme détaillé. Carlos a préparé un itinéraire ambitieux. Après 2 jours d'acclimatation à Cusco et dans les environs, ils visiteront Pisac et son marché traditionnel, puis Ollantaytambo et ses terrasses Inca parfaitement conservées. Ensuite, ils entreprendront le chemin de l'Inca classique vers le Machu Picchu, mais avec des détours vers des sites moins connus que Carlos souhaite lui faire découvrir. Il y a des endroits magnifiques que peu de photographes ont documentés, explique Carlos en déployant une carte détaillée de la région. Des ruines récemment dégagées, des terrasses agricoles encore utilisées par les communautés locales, des points de vue extraordinaires sur les montagnes sacrées. Marie-Laure est séduite par la passion évidente de Carlos et par sa connaissance approfondie de la région. Elle accepte le programme proposé et ils conviennent de commencer le lendemain par la visite de sites proches de Cusco. Les 3 premiers jours se déroulent parfaitement. Carlos se révèle être un guide exceptionnel, capable d'expliquer l'histoire complexe de l'Empire Inca, tout en guidant Marie-Laure vers les meilleurs angles pour ses photographies. Il connaît les heures idéales pour la lumière, comprend les exigences techniques de son travail et n'hésite pas à porter son équipement lourd quand les sentiers deviennent difficiles. Marie-Laure prend des centaines de photos de Sacsayhuaman, des marchés colorés de Cusco, des terrasses de Pisac. Elle documente aussi la vie quotidienne des habitants, avec leur accord, capturant des scènes authentiques d'artisans au travail, d'enfants jouant dans les ruines, de femmes en costumes traditionnels vendant leurs produits. Le 19 mars, ils se rendent à Ollantaytambo, un village situé à 2 heures de route de Cusco. Le trajet se fait dans un minibus partagé avec d'autres touristes. Carlos explique à Marie-Laure l'histoire de ce site exceptionnel, l'un des rares villages Inca encore habités. Les maisons de pierre et d'adobe datent de l'époque précolombienne, et les canaux d'irrigation fonctionnent encore selon le système conçu par les ingénieurs Incas il y a plus de 500 ans. Ils passent 2 jours à Ollantaytambo, logeant dans une maison d'hôtes tenue par une famille locale que Carlos connaît depuis des années. Marie-Laure photographie les ruines spectaculaires qui dominent le village, mais aussi la vie quotidienne des habitants qui perpétuent les traditions ancestrales. Elle est particulièrement fascinée par les femmes qui tissent selon des techniques inchangées depuis des siècles. Le 21 mars au soir, Carlos annonce à Marie-Laure qu'il a une surprise pour elle. Demain, nous allons visiter un site que très peu de photographes ont documenté. C'est une découverte récente. Des ruines mises au jour il y a seulement 3 ans par une équipe d'archéologues de l'université de Cusco. L'endroit n'est pas encore ouvert au public, mais j'ai obtenu une autorisation spéciale. Marie-Laure est ravie. C'est exactement le type de scoop que recherche la revue Archaeologia. Carlos lui explique qu'ils devront partir très tôt le matin et marcher pendant environ 3 heures à travers la montagne pour atteindre le site. Le sentier est difficile, mais praticable, et la récompense en vaut la peine. Le 22 mars, ils se lèvent à 4 heures du matin. Après un petit déjeuner léger, ils partent d'Ollantaytambo avec des provisions pour la journée. Carlos porte un sac à dos avec de l'eau, de la nourriture et du matériel de première nécessité. Marie-Laure emmène son équipement photographique complet, 2 boîtiers, plusieurs objectifs, un trépied et suffisamment de pellicules pour documenter abondamment le site. La marche commence dans l'obscurité, éclairée seulement par leurs lampes frontales. Le sentier monte régulièrement à travers une végétation de plus en plus rare. L'air se raréfie et Marie-Laure doit faire des pauses fréquentes, mais elle tient bon, motivée par la perspective de découvrir un site inédit. Vers 7 heures du matin, le soleil commence à éclairer les sommets environnants. Le paysage qui se révèle est à couper le souffle. Des pics enneigés à perte de vue, des vallées profondes où serpentent des rivières, et partout cette végétation unique de l'altiplano andin. Marie-Laure prend déjà de nombreuses photos du paysage. À 9 heures, ils atteignent une crête,
Et Carlos désigne un point en contrebas. Voilà notre destination. Vous voyez ces terrasses en pierre? C'est Capac Rumi, la pierre royale en quechua. Les archéologues pensent que c'était un site religieux important, peut-être un observatoire astronomique. Le site est effectivement impressionnant. Des terrasses parfaitement conservées descendent sur le flanc de la montagne, et au sommet, on distingue les vestiges de structures circulaires en pierre. L'endroit semble totalement isolé, accessible seulement par le sentier qu'ils viennent d'emprunter. Ils descendent vers les ruines, et Marie-Laure commence immédiatement à photographier. La lumière matinale est parfaite, créant des contrastes saisissants entre les pierres anciennes et la végétation qui les colonise lentement. Carlos lui explique ce que l'on sait du site. Il aurait été abandonné vers 1550, peu après la conquête espagnole, et la jungle l'aurait ensuite recouvert jusqu'à sa redécouverte récente. Pendant que Marie-Laure travaille, Carlos s'éloigne pour explorer d'autres parties du site. Vers 11 heures, il revient vers elle avec une expression préoccupée. « Marie-Laure, nous avons un problème. J'ai vu des gens plus bas, près de la rivière. Ils ne devraient pas être ici. Ce site est normalement fermé au public. » Marie-Laure lève les yeux de son appareil photo. « Qui cela peut-il être ?»« Je ne sais pas, » répond Carlos. « Peut-être des pilleurs. Malheureusement, certaines personnes viennent chercher des objets anciens pour les revendre. Nous ferions mieux de partir. » Mais Marie-Laure n'a pas terminé son travail. « Laisse-moi encore 1 heure, » supplie-t-elle. « J'ai trouvé des angles fantastiques et la lumière est parfaite. Je n'aurai peut-être jamais une autre occasion de documenter cet endroit. » Carlos hésite, puis accepte à contre-cœur. « D'accord, mais restons vigilants. Si je vois que ces gens se rapprochent, nous partons immédiatement. » C'est la dernière conversation complète que quelqu'un aura jamais avec Marie-Laure Blanchard. Vers 12h30, Carlos, qui surveillait les environs depuis un point élevé, redescend vers l'endroit où travaillait Marie-Laure. Elle n'y est plus. Son trépied est encore en place, son sac à dos aussi, mais elle a disparu. Carlos l'appelle, explore les alentours, mais ne trouve aucune trace d'elle. La panique s'empare de Carlos. Il passe l'après-midi entier à chercher Marie-Laure, explorant chaque recoin du site archéologique, descendant vers la rivière, remontant vers les crêtes. Il crie son nom jusqu'à s'enrouer, mais seul l'écho de sa voix lui répond dans le silence de la montagne. À 17 heures, comprenant qu'il ne peut pas rester seul dans cet endroit isolé pendant la nuit, Carlos rassemble les affaires de Marie-Laure et redescend vers Ollantaytambo par le même sentier qu'ils avaient emprunté le matin. Il arrive au village à 20 heures, épuisé et bouleversé. Sa première action est de contacter la police locale. Le commissariat d'Ollantaytambo ne compte que 3 agents, dirigés par le sergent Raúl Pacheco, un homme de 50 ans qui connaît Carlos depuis des années. Quand Carlos lui explique la situation, Pacheco prend l'affaire au sérieux immédiatement. « Il faut alerter Cusco tout de suite », dit-il. « Une touriste étrangère qui disparaît, c'est très grave. Cela peut faire du mal à toute la région si les journaux s'en mêlent. » À 22 heures, une équipe de 6 policiers de Cusco arrive à Ollantaytambo avec du matériel de recherche. Le capitaine Jorge Huaman, responsable de l'unité touristique de la police de Cusco, interroge longuement Carlos. Le guide raconte exactement ce qui s'est passé, sans mentionner toutefois la présence des hommes qu'il avait aperçus près de la rivière. Plus tard, il expliquera que cette omission était due au choc et à la confusion du moment. Le lendemain à l'aube, 23 mars, une opération de recherche de grande envergure est lancée. 40 policiers, accompagnés de guides locaux et de chiens renifleurs, fouillent méthodiquement la zone autour de Capac Rumi. L'accès au site, normalement interdit au public, est temporairement ouvert pour faciliter les recherches. Des hélicoptères de la police survolent la région, leurs rotors brisant le silence ancestral de ces montagnes sacrées. Carlos guide les équipes vers l'endroit exact où Marie-Laure travaillait quand il l'a vue pour la dernière fois. Les enquêteurs photographient la scène, relèvent des empreintes, analysent chaque détail. Ils trouvent plusieurs pellicules photographiques exposées dans le sac de Marie-Laure, qui seront développées à Lima dans un laboratoire spécialisé de la police scientifique.
Pendant 3 jours, les recherches se poursuivent sans interruption. Chaque ravine est explorée, chaque grotte inspectée, chaque sentier parcouru. Les chiens tentent de suivre une piste, mais la pluie qui tombe le soir du 23 mars efface les odeurs et complique leur travail. Le terrain accidenté et la végétation dense rendent la progression difficile et dangereuse. Le 25 mars, les parents de Marie-Laure, André et Sylvie Blanchard arrivent à Lima par le premier vol disponible depuis Paris. Ils sont accompagnés d'un représentant du consulat de France au Pérou, M. Didier Lemoine, qui leur sert d'interprète et de guide dans les démarches administratives. Le couple, âgé respectivement de 58 et 55 ans, est dans un état de choc total. André Blanchard, professeur d'histoire habitué à analyser les événements avec recul et objectivité, se trouve soudainement confronté à un mystère dont sa fille est la victime. Sylvie, d'ordinaire si calme et organisée dans son travail de bibliothécaire, alterne entre crises de larmes et périodes d'un silence inquiétant. Ils se rendent immédiatement à Cusco pour suivre de près les opérations de recherche. La presse française commence à s'intéresser à l'affaire. Le journal Le Figaro publie un premier article le 27 mars, titrant « Une photographe française disparue au Pérou ». L'article, relativement bref, présente les faits connus et lance un appel à témoins. D'autres médias français reprennent l'information, et bientôt les journaux péruviens s'emparent du sujet. Cette médiatisation inquiète les autorités péruviennes. Le tourisme représente une source de revenus cruciale pour le pays, et la disparition d'une touriste européenne dans des circonstances mystérieuses risque de ternir l'image du Pérou comme destination sûre. Le ministre du Tourisme, Carlos Ferrero Costa, ordonne que tous les moyens nécessaires soient mobilisés pour résoudre l'affaire rapidement. Une prime de 10 000 $ américains est offerte à quiconque fournirait des informations permettant de retrouver Marie-Laure. Cette annonce provoque un afflux de témoignages, pour la plupart sans valeur. Des dizaines de personnes affirment avoir vu une femme blonde dans différents endroits du pays, de Lima à Arequipa en passant par Iquitos. Chaque témoignage doit être vérifié, mobilisant des ressources policières considérables. Après 10 jours de recherches intensives, l'opération officielle est suspendue. Aucun indice concret n'a été découvert, aucune piste sérieuse n'a émergé. Le site de Capac Rumi et les environs ont été fouillés centimètre par centimètre. Les enquêteurs ont interrogé tous les habitants des villages proches, tous les guides touristiques de la région, tous les conducteurs de transport public. Personne n'a rien vu, rien entendu. Carlos Mendoza est interrogé à plusieurs reprises par différents enquêteurs. Son témoignage reste cohérent dans tous ses détails. Il décrit précisément le déroulement de la journée, l'humeur de Marie-Laure, les conditions météorologiques, les conversations qu'ils ont eues. Les policiers vérifient ses antécédents. Aucun problème judiciaire, une réputation irréprochable, des témoignages élogieux de dizaines de clients précédents. Cependant, Carlos cache un détail crucial. Il n'a jamais mentionné aux enquêteurs ce qu'il a réellement vu cette nuit-là. Un secret si lourd qu'il va le porter pendant 11 années. Un secret qui explique pourquoi Marie-Laure Blanchard n'est jamais rentrée chez elle. Les parents de Marie-Laure restent au Pérou pendant 1 mois entier, espérant contre toute logique qu'elle réapparaîtrait. Ils engagent un détective privé péruvien, Ricardo Mendez, ancien policier reconverti dans les affaires civiles. Mendez reprend l'enquête depuis le début, réinterroge Carlos et d'autres témoins, explore de nouvelles pistes. Mais lui non plus n'aboutit à rien de concret. André et Sylvie rentrent en France le 25 avril, brisés par l'épreuve. Leur fille unique, leur fierté, leur raison de vivre, s'est volatilisée dans les montagnes du Pérou, sans laisser la moindre trace. Ils ne comprennent pas comment une personne peut disparaître aussi complètement à notre époque, avec tous les moyens techniques disponibles. De retour à Lyon, ils transforment leur maison en centre de coordination pour les recherches. Le salon devient un bureau rempli de cartes du Pérou, de photos, de témoignages, de correspondances avec les autorités. Sylvie prend un congé sabbatique de la bibliothèque. André continue à enseigner, mais son cœur n'y est plus. Il crée une association, Retrouver Marie-Laure,
qui collecte des fonds pour financer de nouvelles recherches au Pérou. Chaque mois, ils retournent au Pérou. André, avec sa méticulosité d'historien, tient un journal détaillé de chaque voyage, de chaque rencontre, de chaque nouvelle piste explorée. Sylvie apprend l'espagnol pour pouvoir communiquer directement avec les habitants de la région. Ils deviennent des figures familières à Cusco et Ollantaytambo, ce couple français vieillissant qui continue à chercher leur fille disparue. La presse française suit l'affaire avec un intérêt décroissant. Après les articles initiaux, seuls quelques médias spécialisés dans les faits divers continuent à mentionner le cas de Marie-Laure. Chaque année, autour de l'anniversaire de sa disparition, 1 ou 2 journaux publient un bref rappel de l'affaire. Mais l'attention du public se porte vers d'autres mystères, d'autres drames. Carlos, lui, tente de reprendre une vie normale, mais la disparition de Marie-Laure l'a profondément marqué. Il continue à travailler comme guide, mais évite soigneusement la région de Capac Rumi. Ses collègues remarquent qu'il a changé. Moins bavard, plus nerveux, il sursaute au moindre bruit inattendu. Sa femme, Elena, s'inquiète de le voir parfois réveillé en pleine nuit, regardant par la fenêtre comme s'il attendait quelque chose. Les clients de Carlos ne remarquent rien d'anormal. Il reste un guide compétent et professionnel, capable d'expliquer l'histoire inca avec la même passion qu'auparavant. Mais ceux qui le connaissent bien sentent qu'il porte un fardeau invisible, quelque chose qui le ronge de l'intérieur. Au fil des ans, plusieurs théories émergent sur le sort de Marie-Laure. La plus répandue suggère qu'elle a fait une chute mortelle dans une crevasse ou un ravin, et que son corps n'a jamais été retrouvé à cause de la topographie difficile de la région. Une autre théorie évoque un enlèvement par des narcotrafiquants qui auraient confondu la photographe avec une informatrice de police. Certains parlent d'un accident suivi d'une dissimulation du corps par des pilleurs d'antiquités qui ne voulaient pas attirer l'attention sur leurs activités. Marie-Laure est déclarée morte par les autorités françaises en mars 2012, 7 ans après sa disparition. Ses parents organisent une cérémonie religieuse à Lyon, dans l'église Sainte-Blandine où leur fille avait été baptisée. L'église est pleine. Amis, collègues photographes, professeurs et étudiants d'André, lecteurs habitués de Sylvie. Tous viennent rendre hommage à cette jeune femme talentueuse dont la vie s'est brutalement interrompue dans des circonstances mystérieuses. Mais André et Sylvie refusent d'accepter cette mort officielle. Ils continuent leur voyage au Pérou, leurs recherches, leurs espoirs. Tant qu'on n'a pas retrouvé son corps, elle peut encore être vivante quelque part, répète André, même si au fond de lui, il sait que 11 ans sans nouvelles rendent cette hypothèse de plus en plus improbable. En octobre 2016, Carlos Mendoza se sent de plus en plus fatigué. À 56 ans, il attribue d'abord cette lassitude au stress de son métier et aux années qui passent. Mais quand il commence à tousser de façon persistante et à perdre du poids rapidement, sa femme Elena l'oblige à consulter un médecin. Le docteur Fernando Quispe, médecin généraliste de l'hôpital régional de Cusco, examine Carlos attentivement. Après une radiographie des poumons et plusieurs analyses de sang, le diagnostic tombe comme un coup près. Cancer du poumon en phase avancée, probablement causé par des années d'exposition à la poussière et à l'air raréfié de la haute montagne. « Combien de temps me reste-t-il » demande Carlos d'une voix calme. Le docteur Quispe hésite avant de répondre. « Avec un traitement, nous pouvons peut-être gagner quelques mois. Sans traitement, 6 semaines. 2 mois tout au plus. » Carlos choisit de refuser la chimiothérapie. Il a vu d'autres personnes mourir lentement de ce cancer, affaiblies par des traitements qui ne font que prolonger l'agonie sans vraiment guérir. Il préfère passer ses dernières semaines en paix, auprès de sa famille, dans sa maison de Cusco. Elena s'effondre en apprenant la nouvelle. Ses enfants, Miguel, maintenant âgé de 25 ans, et Sofia de 22 ans, rentrent d'urgence à Cusco pour être près de leur père. Miguel travaille comme ingénieur à Lima, Sofia termine ses études d'institutrice à Arequipa. La famille se resserre autour de Carlos, déterminée à lui offrir les meilleures dernières semaines possibles. Mais Carlos ne trouve pas la paix. Alité dans sa chambre, il passe ses journées à regarder par la fenêtre les montagnes qui ont fait sa fierté et sa joie pendant tant d'années.
Et dans ces montagnes, il revoit sans cesse le visage de Marie-Laure Blanchard, cette jeune femme française dont la disparition lui pèse sur la conscience depuis 11 ans. Le secret qu'il porte devient de plus en plus lourd à mesure que la mort approche. Chaque nuit, il revit cette soirée du 22 mars 2005, cette nuit où il a été témoin de quelque chose d'horrible, quelque chose qu'il n'a jamais eu le courage de révéler aux autorités. Elena remarque que son mari devient de plus en plus agité. Il parle dans son sommeil, prononçant des mots en français, répétant sans cesse « Marie-Laure, pardonnez-moi ». Quand elle lui demande ce qui le tourmente, Carlos détourne le regard et répond qu'il repense à tous ses clients, à toutes les personnes qu'il a guidées dans les montagnes au fil de sa carrière. Le 15 novembre 2016, l'état de Carlos se détériore brutalement. Il a de plus en plus de mal à respirer et le docteur Quispe recommande son hospitalisation. Carlos accepte, sachant que la fin est proche. Il est admis à l'hôpital régional de Cusco dans une chambre individuelle, Elena ayant insisté pour qu'il ait un minimum d'intimité dans ses derniers moments. C'est pendant cette hospitalisation que Carlos prend la décision qui va enfin révéler la vérité sur la disparition de Marie-Laure Blanchard. Le 18 novembre au matin, Carlos demande à parler seul à seul avec le père Rodriguez, l'aumônier de l'hôpital. Elena trouve cette demande surprenante. Son mari n'a jamais été particulièrement religieux, même s'il respecte les traditions catholiques comme la plupart des habitants de Cusco. Le père Rodriguez, un homme de 70 ans qui officie à l'hôpital depuis 15 ans, s'installe au chevet de Carlos. Il s'attend à une confession standard, les regrets habituels d'un mourant qui veut faire la paix avec Dieu avant son départ. Mais ce que Carlos va lui révéler dépasse tout ce qu'il a pu entendre au cours de sa longue carrière. « Mon père, commence Carlos d'une voix faible mais déterminée, j'ai commis un péché terrible, pas par action mais par omission. J'ai laissé une famille française dans l'ignorance pendant 11 ans, alors que je sais ce qui est arrivé à leur fille. » Le père Rodriguez se penche vers Carlos, intrigué par cette introduction inhabituelle. En 2005, j'accompagnais une photographe française, Marie-Laure Blanchard, pour documenter des sites archéologiques. Elle a disparu dans des circonstances que j'ai toujours cachées aux autorités. Carlos marque une pause, rassemblant ses forces pour continuer. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais inquiet de ces hommes que j'avais vus près du site dans la journée. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu des voix qui venaient de la direction de Capac Rumi. J'ai pris ma lampe torche et je me suis approché discrètement. Le père Rodriguez écoute attentivement, comprenant que cette confession va révéler quelque chose de grave. J'ai vu 4 hommes avec des lampes puissantes. 3 étaient des locaux que je ne reconnaissais pas, mais le quatrième était Esteban Vargas. Le nom d'Esteban Vargas fait tressaillir le père Rodriguez. Tout le monde à Cusco connaît cet homme, un antiquaire qui possède plusieurs boutiques dans le centre historique de la ville. Officiellement, Vargas vend des reproductions d'objets incas aux touristes. Officieusement, depuis des années, des rumeurs courent sur ses activités moins légales. Ils avaient avec eux des outils, des sacs, et ils avaient aussi Marie-Laure. Carlos s'arrête, la respiration difficile. Le père Rodriguez lui donne un verre d'eau et l'encourage à continuer. Elle était vivante, mais il l'avait bâillonnée et attachée. J'ai entendu Vargas parler avec les autres en espagnol. Il disait qu'elle avait pris des photos de leur opération dans l'après-midi, qu'elle avait vu trop de choses. La voix de Carlos devient de plus en plus faible, mais il poursuit son récit avec une détermination poignante. Ils ont emmené Marie-Laure vers les ruines. J'ai voulu intervenir, mais ils étaient 4 et armés. J'étais seul, sans armes, et j'ai eu peur. Le père Rodriguez pose sa main sur l'épaule de Carlos, sentant la culpabilité immense qui ronge cet homme depuis des années. Vers 4 heures du matin, j'ai entendu un cri, puis plus rien. Les hommes sont redescendus vers la rivière avec leurs sacs, mais sans Marie-Laure. Je savais qu'ils l'avaient tuée. Carlos pleure maintenant, des larmes silencieuses qui coulent sur ses joues creusées par la maladie. « Pourquoi n'avez-vous rien dit aux autorités ?» demande doucement le père Rodriguez. Vargas est un homme puissant. Il a des contacts dans la police, dans l'administration.
Si j'avais parlé, il m'aurait tué ainsi que ma famille. J'ai pensé à Elena, à mes enfants. J'ai choisi de me taire. Le père Rodriguez comprend le dilemme terrible dans lequel s'est trouvé Carlos. Dans un pays où la corruption existe à tous les niveaux, dénoncer un homme comme Vargas sans preuve solide équivaut souvent à signer son arrêt de mort. Mais maintenant, je vais mourir de toute façon, continue Carlos. Je ne peux pas partir en emportant ce secret. Les parents de Marie-Laure méritent de savoir la vérité. Le père Rodriguez réfléchit longuement avant de répondre. Il connaît les règles du secret de confession, mais il comprend aussi l'importance de cette révélation pour la famille Blanchard et pour la justice. Carlos, voulez-vous que cette information sorte du cadre de la confession? Voulez-vous que je contacte les autorités? Oui, mon père, c'est pour cela que je vous ai fait venir. Je veux que la vérité éclate, même si je ne serai plus là pour voir les conséquences. Le père Rodriguez promet à Carlos qu'il respectera sa volonté. Il prend note de tous les détails du récit, des noms, des lieux, des circonstances exactes. Il sait qu'il devra agir rapidement. L'état de Carlos se détériore d'heure en heure. Le lendemain, 19 novembre, le père Rodriguez contacte le capitaine Jorge Huaman, le policier qui avait dirigé l'enquête initiale sur la disparition de Marie-Laure. Huaman, maintenant promu commandant, écoute avec stupéfaction le récit du prêtre. « Vous êtes certain que Mendoza était lucide quand il vous a raconté cela ?» demande Huaman. « Absolument. Il était faible physiquement, mais son esprit était parfaitement clair. Et les détails qu'il m'a donnés, ils sont trop précis pour être inventés. » Huaman décide d'agir immédiatement. Il se rend à l'hôpital avec un magnétophone pour recueillir le témoignage officiel de Carlos. Mais quand il arrive dans la chambre, Carlos est dans un état semi-comateux, sous oxygène, incapable de parler. « Il a eu une crise respiratoire sévère dans la nuit », explique le docteur Quispe. « Je ne pense pas qu'il reprenne conscience avant la fin. » Huaman comprend qu'il ne pourra pas obtenir de témoignage officiel de Carlos. Mais il a la parole du père Rodriguez, et cela suffit pour rouvrir l'enquête discrètement. Il commence par vérifier les activités d'Esteban Vargas en mars 2005. Ce qu'il découvre le trouble profondément. En consultant les registres douaniers, Huaman constate que Vargas a effectué plusieurs voyages à l'étranger dans les semaines qui ont suivi la disparition de Marie-Laure. Lima-Miami le 28 mars, Miami-New York le 30 mars, New York-Zurich le 2 avril. Des voyages inhabituels pour un commerçant local, surtout avec des escales aussi complexes. Huaman contacte discrètement des informateurs dans le milieu des antiquités de Cusco. Peu à peu, un réseau complexe se dessine. Vargas ne se contente pas de vendre des reproductions aux touristes. Il dirige un trafic international d'objets archéologiques authentiques, utilisant des complices dans plusieurs pays pour écouler sa marchandise. Le 20 novembre, Carlos Mendoza s'éteint paisiblement dans son sommeil, emportant avec lui ses derniers secrets. Ses funérailles rassemblent des centaines de personnes, clients, collègues guides, habitants du quartier de San Blas qui l'appréciaient. Personne ne sait encore qu'il vient de révéler la clé d'un mystère vieux de 11 ans. Huaman décide de mener son enquête dans le plus grand secret. Il sait que si Vargas apprend que Carlos a parlé avant de mourir, des preuves risquent de disparaître, des témoins de se volatiliser. Il constitue une petite équipe de policiers en qui il a confiance absolue, des hommes qu'il connaît depuis des années et qui ne sont pas corrompus. L'enquête révèle peu à peu l'ampleur du réseau dirigé par Vargas. Les antiquités volées sur les sites archéologiques du Pérou sont acheminées vers Lima, puis expédiées vers les États-Unis et l'Europe par l'intermédiaire de collectionneurs privés peu scrupuleux. Le marché noir des objets précolombiens brasse des millions de dollars chaque année. Mais Huaman ne trouve aucune trace du corps de Marie-Laure. Carlos avait indiqué que les hommes étaient redescendus vers la rivière après l'avoir tuée. Cette rivière, la Urubamba, coule rapidement à cette époque de l'année à cause de la fonte des neiges. Un corps jeté dans ces eaux tumultueuses aurait été emporté vers l'Amazonie, rendant toute découverte improbable 11 ans plus tard. Le 25 novembre, Huaman prend une décision cruciale.
Il contacte l'ambassade de France à Lima pour informer les autorités françaises des nouveaux éléments de l'enquête. Cette révélation va relancer complètement l'affaire Marie-Laure Blanchard et révéler au monde entier la vérité sur sa disparition. L'ambassadeur de France au Pérou, Philippe Lacoste, reçoit l'appel du commandant Ouaman un lundi matin dans son bureau de Lima. Ce qu'il entend le laisse sans voix. Après 11 années d'incertitude, voici enfin une piste concrète sur le sort de Marie-Laure Blanchard, cette jeune photographe dont la disparition avait ému l'opinion publique française. Lacoste contacte immédiatement le consulat de Cusco et demande qu'un représentant se rende sur place pour coordonner avec les autorités péruviennes. Il informe également le Quai d'Orsay à Paris qui va devoir prendre contact avec la famille Blanchard pour leur annoncer ces développements inattendus. Le 26 novembre, André et Sylvie Blanchard reçoivent un appel du ministère des Affaires étrangères. Madame Catherine Moreau, responsable du service des Français à l'étranger, leur demande de se rendre d'urgence au ministère. « Nous avons des informations importantes concernant votre fille », annonce-t-elle, sans en dire davantage au téléphone. Le couple se précipite à Paris depuis Lyon. Dans le bureau feutré du Quai d'Orsay, Catherine Moreau leur explique avec précaution les révélations de Carlos Mendoza. André s'effondre en apprenant que leur fille a été assassinée, que pendant toutes ces années, ils ont espéré en vain son retour. Sylvie, elle, entre dans une colère froide. « Vous voulez dire que cet homme savait depuis le début ce qui s'était passé et qu'il n'a rien dit ? Notre fille est morte à cause de son silence. » Catherine Moreau tente d'expliquer le contexte, les menaces que Carlos et sa famille auraient subies s'il avait parlé, la corruption qui gangrène certaines institutions péruviennes, la puissance de ce réseau de trafiquants. Mais pour les Blanchard, rien ne justifie 11 années de silence et de souffrance. « Nous voulons retourner au Pérou immédiatement », déclare André. « Il faut que cette enquête aboutisse, que les responsables soient jugés. Notre fille mérite justice. » Le 28 novembre, pendant que les Blanchard préparent leur voyage, le commandant Ouaman lance discrètement la surveillance d'Esteban Vargas. L'antiquaire, âgé maintenant de 62 ans, continue ses activités normalement, sans se douter que la police s'intéresse de nouveau à lui. Ses boutiques du centre de Cusco attirent toujours de nombreux touristes, et ses vitrines regorgent d'objets soi-disant authentiques. Ouaman fait également surveiller les 3 hommes que Carlos avait décrits comme les complices de Vargas cette nuit-là. Grâce aux indications précises du guide défunt, il pense avoir identifié 2 d'entre eux, Manuel Quispe et Roberto Caruana, 2 habitants de la périphérie de Cusco, connus des services de police pour divers petits délits. Le 3e homme reste mystérieux, mais Ouaman a sa petite idée. Les témoignages recueillis discrètement dans le milieu des pilleurs d'antiquités évoquent régulièrement un certain El Chino, un homme métis d'origine asiatique qui servirait d'intermédiaire entre Vargas et les équipes qui pillent les sites archéologiques. Le 30 novembre, André et Sylvie Blanchard arrivent à Lima, puis se rendent immédiatement à Cusco. Ils sont accompagnés d'un représentant du consulat, mais aussi de maître Jean-François Dubois, un avocat parisien spécialisé dans les affaires internationales qu'ils ont engagé pour les représenter. La première rencontre entre les Blanchard et le commandant Ouaman est chargée d'émotions. Ouaman, père de famille lui-même, comprend la douleur de ses parents qui apprennent enfin la vérité sur le sort de leur enfant. Il leur explique en détail ce que Carlos Mendoza a révélé au père Rodriguez, les éléments de l'enquête qui confirment ses déclarations et la stratégie qu'il compte adopter pour arrêter les responsables. « Nous allons procéder par étapes », explique Ouaman. D'abord arrêter Quispe et Caruana pour les faire parler, puis localiser ce fameux El Chino, et enfin nous occuper de Vargas, qui est l'organisateur de toute cette opération. Les Blanchard s'installent dans le même hôtel où leur fille avait séjourné 11 ans plus tôt. Sylvie visite la chambre que Marie-Laure avait occupée, maintenant transformée, mais où subsistent encore les mêmes fenêtres donnant sur les toits de tuiles rouges du quartier de San Blas. André se rend sur la tombe de Carlos Mendoza, au cimetière de Cusco, où il dépose des fleurs en murmurant « Merci d'avoir enfin parlé ».
Le 2 décembre, Huaman passe à l'action. À l'aube, des équipes de police arrêtent simultanément Manuel Quispe et Roberto Caruana à leur domicile. Les deux hommes, maintenant âgés respectivement de 48 et 53 ans, sont emmenés au commissariat central de Cusco pour interrogatoire. Quispe craque en premier. Confronté aux déclarations de Carlos Mendoza et aux preuves rassemblées par Huaman, il reconnaît avoir participé à l'opération de cette nuit de mars 2005. « Nous n'étions que des ouvriers », se défend-il. « Vargas nous payait pour creuser et transporter les objets. Nous ne savions pas qu'il y aurait un meurtre. » Selon Quispe, l'équipe était en train de déterrer des objets incas enterrés dans les fondations d'un temple à Capac Rumi, quand Marie-Laure était réapparue sur le site vers 23 heures. Elle avait oublié un objectif photographique et était revenue le chercher avec sa lampe torche. Elle nous a vus en train de travailler. « Qu'est-il arrivé ensuite ?» demande Huaman. Vargas a paniqué. Il a dit qu'elle avait forcément pris des photos de nous dans l'après-midi, qu'elle pouvait nous identifier. El Chino et lui ont décidé qu'il fallait l'empêcher de parler. Quispe explique que Marie-Laure a d'abord tenté de fuir, mais qu'El Chino l'a rattrapée. Ils l'ont emmenée vers les ruines supérieures du site, loin des regards. Vargas lui a demandé de donner ses pellicules photographiques. Elle a refusé. Elle disait qu'elle était journaliste, qu'elle avait le droit de documenter les sites archéologiques. « C'est à ce moment-là qu'ils l'ont tuée ?» demande Huaman. Quispe baisse la tête. El Chino a dit que c'était trop dangereux de la laisser partir. Vargas a acquiescé. Ils l'ont étranglée. L'interrogatoire révèle des détails atroces. Après avoir tué Marie-Laure, le groupe a transporté son corps jusqu'à la rivière Urubamba, qui coule en contrebas du site. Ils ont lesté le cadavre avec des pierres et l'ont jeté dans les eaux tumultueuses. Vargas a dit que le courant l'emporterait vers l'Amazonie et qu'on ne la retrouverait jamais, témoigne Quispe. Roberto Caruana confirme cette version lors de son interrogatoire. Les deux hommes donnent également l'identité du mystérieux El Chino. Il s'agit de Liu Wei, un sino-péruvien de 45 ans qui vit à Lima mais fait régulièrement des allers-retours vers Cusco pour organiser le trafic d'antiquités. Le 3 décembre, une opération coordonnée entre la police de Lima et celle de Cusco permet d'arrêter Liu Wei dans un hôtel de la capitale. L'homme tente d'abord de nier, mais confronté aux témoignages de Quispe et Caruana, il finit par avouer sa participation au meurtre. Cette fille était têtue, déclare-t-il froidement aux enquêteurs. Elle refusait de comprendre qu'elle s'était trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Nous ne pouvions pas prendre le risque qu'elle nous dénonce. Liu Wei révèle l'ampleur du réseau dirigé par Vargas. Depuis les années 90, il pille systématiquement les sites archéologiques de la région de Cusco, revendant les objets les plus précieux à des collectionneurs privés en Europe et aux États-Unis. Nous gagnons des centaines de milliers de dollars chaque année, avoue-t-il. Le 4 décembre, Esteban Vargas est arrêté à son domicile de Cusco. L'homme, maintenant âgé et affaibli par des problèmes de santé, comprend immédiatement que son empire s'effondre. Contrairement à ses complices, il refuse de parler et demande immédiatement un avocat, mais les preuves rassemblées contre lui sont accablantes. Outre les témoignages de ses complices, la police a découvert dans ses boutiques et ses entrepôts des centaines d'objets archéologiques authentiques, certains datant de plusieurs siècles. Les analyses confirment qu'ils proviennent de sites officiellement protégés de la région de Cusco. Le procès d'Esteban Vargas, Liu Wei, Manuel Quispe et Roberto Caruana s'ouvre le 15 mars 2017 à Cusco, dans une ambiance de forte tension médiatique. L'affaire a fait la une des journaux péruviens et français, révélant au grand public l'ampleur du trafic d'antiquités inca et ses conséquences dramatiques. André et Sylvie Blanchard assistent à toutes les audiences, accompagnés de leur avocat. Ils voient enfin les visages des hommes qui ont tué leur fille. Ils entendent les détails sordides de cette nuit de mars 2005. La douleur est immense. Mais ils ressentent aussi un certain soulagement. Après 12 ans d'incertitude, ils connaissent enfin la vérité. Le procès révèle l'ampleur du réseau criminel. Vargas dirigeait une organisation qui employait des dizaines de personnes,
Pilleurs professionnels, transporteurs, faussaires capables de fabriquer de faux certificats d'authenticité, complices dans les aéroports et les services douaniers. Le chiffre d'affaires annuel de ce trafic était estimé à plus de 2 millions de dollars. Les témoignages de Quispe, Caruana et Liu Wei permettent de reconstituer précisément les derniers moments de Marie-Laure. La jeune femme était effectivement retournée sur le site de Capac Rumi vers 23 heures pour récupérer un objectif photographique qu'elle pensait avoir oublié. Elle avait surpris l'équipe en train de déterrer des objets anciens dans les fondations d'un temple inca. Elle a d'abord cru que c'étaient des archéologues officiels, témoigne Quispe. Quand elle a compris que nous étions des pilleurs, elle a voulu partir. Mais Vargas savait qu'elle avait pris des photos de nous dans l'après-midi. Il ne pouvait pas prendre le risque qu'elle nous dénonce. L'expertise des pellicules photographiques retrouvées dans le sac de Marie-Laure confirme cette version. Plusieurs clichés montrent effectivement des hommes au travail près des ruines, même si les visages ne sont pas clairement identifiables. Pour des criminels habitués à opérer dans le secret total, ces photos représentaient une menace inacceptable. Liu Wei, dans un moment de cynisme révoltant, déclare au tribunal « Nous ne voulions pas la tuer. » Mais elle refusait de comprendre qu'elle nous mettait tous en danger. C'était elle ou nous. Le juge Luis Cardenas, magistrat respecté de Cusco, se montre implacable dans ses réquisitions. Il souligne que ce meurtre illustre les dérives du pillage archéologique, qui ne se contente plus de voler le patrimoine culturel du Pérou, mais n'hésite pas à éliminer les témoins gênants. Esteban Vargas est condamné à 25 ans de prison pour meurtre avec préméditation et trafic d'objets archéologiques. Liu Wei écope de 20 ans pour meurtre et complicité de trafic. Quispe et Caruana, reconnus coupables de complicité de meurtre mais bénéficiant de circonstances atténuantes pour leur coopération avec la justice, sont condamnés respectivement à 12 et 10 ans de prison. André et Sylvie Blanchard obtiennent également gain de cause dans leur demande de dommages et intérêts. Le tribunal ordonne la confiscation de tous les biens de Vargas, dont la vente permettra de verser une compensation financière à la famille. Mais pour les parents de Marie-Laure, l'argent ne pourra jamais réparer la perte de leur fille unique. « Justice est rendue », déclare André à la sortie du tribunal. Mais notre fille ne reviendra pas. Nous espérons que ce procès sensibilisera l'opinion sur les dangers du pillage archéologique et évitera d'autres drames. Sylvie, plus émue, ajoute « Marie-Laure voulait documenter la beauté des civilisations anciennes. Elle est morte parce que des hommes sans scrupules détruisaient ce patrimoine pour s'enrichir. J'espère qu'elle n'est pas morte pour rien. » Le procès a également des conséquences importantes pour la protection du patrimoine archéologique péruvien. Le gouvernement annonce un renforcement des moyens de surveillance des sites protégés et une coopération accrue avec Interpol pour lutter contre le trafic international d'antiquités. Le site de Capac Rumi, où Marie-Laure a trouvé la mort, est définitivement fermé au public. Une plaque commémorative y est installée en mémoire de la jeune photographe française. L'inscription, en français, espagnol et quechua, rappelle « Marie-Laure Blanchard, 1977-2005, morte pour avoir voulu témoigner de la beauté du patrimoine Inca. Carlos Mendoza, dont la confession tardive a permis de résoudre cette affaire, est posthumement reconnu par les autorités françaises. L'ambassadeur Philippe Lacoste se rend sur sa tombe au cimetière de Cusco pour déposer une gerbe au nom de la République française. Sa famille reçoit une lettre de remerciement du président de la République pour le courage dont Carlos a fait preuve en révélant la vérité avant sa mort. Elena, la veuve de Carlos, confie aux journalistes « Mon mari a porté ce secret pendant 11 ans. Il savait qu'il risquait sa vie et celle de sa famille en parlant. Mais il ne pouvait pas mourir en emportant cette vérité. Les parents de Marie-Laure méritaient de savoir. » Miguel et Sofia, les enfants de Carlos, créent une fondation en mémoire de leur père pour sensibiliser les guides touristiques aux dangers du pillage archéologique et les encourager à signaler les activités suspectes. Notre père a payé son silence au prix de sa tranquillité d'esprit, explique Miguel.
Nous voulons que d'autres guides aient le courage de parler quand ils sont témoins de crimes. André et Sylvie Blanchard retournent en France avec un sentiment mitigé. Ils connaissent enfin la vérité sur le sort de leur fille, les responsables ont été jugés et condamnés. Mais 12 années de leur vie ont été gâchées par l'incertitude et l'espoir vain. Nous aurions pu faire notre deuil plus tôt si Carlos avait parlé en 2005, confie Sylvie. Mais nous comprenons aussi sa peur. C'était un homme simple, confronté à des criminels dangereux. Le couple transforme l'association Retrouver Marie-Laure en Fondation Marie-Laure Blanchard pour la protection du patrimoine archéologique. Leur objectif est de sensibiliser les voyageurs au risque du tourisme sauvage et de financer des projets de protection des sites archéologiques dans les pays en développement. Marie-Laure était passionnée par les civilisations anciennes, explique André. La meilleure façon de l'honorer est de continuer son travail de documentation et de protection de ce patrimoine. Les pellicules photographiques de Marie-Laure, développées après le procès, révèlent des images d'une beauté saisissante. Ces photos de Cusco, Pisac, Ollantaytambo et des paysages andins témoignent de son talent et de sa sensibilité artistique. Une exposition posthume est organisée au Musée des Arts Premiers de Paris, permettant au public français de découvrir le dernier travail de cette photographe prometteuse. Le corps de Marie-Laure n'a jamais été retrouvé, emporté par les eaux tumultueuses de l'Urubamba vers l'immensité amazonienne. Mais ses parents ont enfin pu organiser de vraies funérailles à Lyon, 13 ans après sa disparition. La cérémonie rassemble des centaines de personnes venues rendre hommage à cette jeune femme dont la passion pour la photographie lui a coûté la vie. L'affaire Marie-Laure Blanchard reste dans les mémoires comme un exemple tragique des dérives du pillage archéologique. Elle a contribué à sensibiliser l'opinion internationale sur la nécessité de protéger le patrimoine culturel mondial et sur les dangers que courent parfois ceux qui tentent de le documenter. Carlos Mendoza, le guide qui a gardé le silence pendant 11 ans avant de révéler la vérité sur son lit de mort, est devenu une figure complexe de cette histoire. Ni héros ni traître, il incarne les dilemmes moraux auxquels sont confrontés les témoins de crimes dans des sociétés où la corruption et la violence règnent parfois en maître. Son histoire rappelle que la vérité, même tardive, finit toujours par éclater, et que parfois il faut attendre qu'un homme soit face à la mort pour qu'il trouve enfin le courage de révéler ce qu'il a vu une nuit dans les montagnes sacrées des Incas. Cette histoire nous montre à quel point le trafic d'antiquités peut avoir des conséquences dramatiques, allant jusqu'au meurtre pour protéger des activités criminelles lucratives. Elle illustre aussi les dilemmes moraux complexes auxquels peuvent être confrontés des témoins ordinaires face à des criminels puissants. Carlos Mendoza a-t-il eu raison de se taire pendant 11 ans pour protéger sa famille? Ou aurait-il dû parler dès le début, quels que soient les risques? Qu'auriez-vous fait à sa place? Cette affaire nous rappelle que derrière chaque objet archéologique vendu illégalement se cachent parfois des crimes terribles. Avez-vous remarqué les signes qui montraient que Carlos cachait quelque chose depuis le début de l'histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête approfondie vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains cas. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aussi à ces mystères résolus après des années de silence.